Bonjour à tous, je suis ravie d'animer cette nouvelle vidéoconférence aujourd'hui où on va quitter l'Himalaya pour cette fois les Caraïbes, donc une toute autre ambiance avec le Costa Rica pour une ambiance tropicale et puis le Guatemala où on va être plus dans l'ambiance des grandes cités mayas. Alors pourquoi on a choisi ces deux destinations aujourd'hui? C'est parce que c'est vraiment des destinations propices au voyage d'aventure complètement différent. Le Costa Rica, vraiment un voyage d'aventure pour une première expérience, plutôt confortable, du voyage sur mesure, on y reviendra. Et puis le Guatemala, pour le coup, qui est idéal pour du vrai voyage d'aventure hors sentier. On en reparlera plus précisément avec Julien. Je vais vous présenter d'ailleurs toute l'équipe qui nous accompagne ce soir, parce que je ne suis pas toute seule. Donc, par contre, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. Je commence par moi. Peu de gens me connaissent. Donc, Mylène, en charge de la communication et du marketing. Et puis, j'ai Julien. Bonjour, Julien. Bonjour Mylène et bonjour à tous ceux qui nous suivent derrière leur écran. Alors, vous êtes certainement plus nombreux à connaître Julien, puisqu'il souffle quand même sa 15e bougie chez Tirawa. C'est lui qui construit nos beaux voyages sur notamment la zone Amérique latine, une zone qu'il connaît parfaitement pour s'y être rendu au moins une quarantaine de fois. Donc, c'est lui qui nous fait rêver en permanence sur ses voyages. On aura en fin de cette vidéoconférence l'interview enregistrée d'Emmanuel, qui est un des fondateurs de notre petite agence locale. Il parlera notamment de sa passion qu'est les volcans, vraiment une caractéristique tout de même du Guatemala, mais pas que. Et enfin, je vous présente aussi, qui sont cette fois en régie, que vous connaissez, c'est très certainement, c'est Muriel Faure, donc directrice de Tirawa, et Christian Leroy, cofondateur de Tirawa. Tous les deux, ils sont à votre disposition pour échanger. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Je vous rappelle, il y a sur l'onglet en haut à droite, vous avez un onglet questions. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions au fur et à mesure, ils sont là pour y répondre. Et puis, on y reviendra aussi tranquillement s'il y a pas mal de questions à la fin de cette vidéoconférence. Allez, je vous propose qu'on se lance directement à l'assaut du Costa Rica et du Guatemala. On va commencer, peut-être Julien, tu peux peut-être commencer par nous présenter succinctement ces deux destinations et notamment la saison et qu'en est-il du Covid? Peut-être une des premières questions qu'on peut se poser. Oui, alors quelques mots qui vont être communs en fait au Costa Rica et au Guatemala. Donc ce sont deux pays assez proches, situés en Amérique centrale, donc qui vont connaître le même climat. Il y a deux saisons très favorables pour s'y rendre. La saison sèche, de décembre au mois de mars, où on va avoir des températures autour d'une trentaine de degrés la journée, des soirées très douces, entre 20 et 25 degrés, ce qui permettra de flâner et puis d'en profiter agréablement. La seconde saison, c'est l'été chez nous. C'est ce qu'on appelle la saison verte. Donc on peut connaître des averses tropicales, mais elles sont vite chassées et puis le soleil revient. L'intérêt, notamment au Costa Rica, c'est que ça permet aussi d'observer la ponte des tortues, notamment à Tortuguero, mais c'est un lieu dont on parlera dans quelques minutes. Après, concernant les conditions d'entrée actuelles, donc liées au Covid, sont deux pays qui sont ouverts depuis assez longtemps, très accessibles pour les voyageurs vaccinés. Il n'y a pas de test PCR pour le Costa Rica, un test PCR avant l'arrivée pour le Guatemala, et ensuite on voyage sans restriction particulière. Mais bien sûr, notre équipe, notamment les guides, eux seront tous vaccinés et puis dans le respect des gestes barrières que nous connaissons tous désormais. Donc, les voyants sont au vert. Alors, je te propose de partir déjà pour le Costa Rica. Donc, une destination qui est plutôt prisée et assez médiatisée. On a tous vu des reportages sur le Costa Rica. Comment décrirais-tu déjà le Costa Rica, Julien, l'ambiance qu'on y trouve? Alors, le Costa Rica, effectivement, c'est une destination qui est très populaire. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, ou en tout cas en ont quelques idées. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit pays, environ 1/10 de la France, ou l'équivalent de l'ancienne région Rhône-Alpes. Ce qui fait que dans le cadre d'un voyage sur 15 jours, eh bien, on va pouvoir passer d'une région à l'autre, de la côte Caraïbe à la côte Pacifique,
sans oublier la partie centrale avec tous ces volcans dont certains sont actifs. Donc ça permet, dans le cadre d'un voyage assez compact, eh bien, d'avoir une vision très générale du pays. Après, le Costa Rica, c'est vraiment un îlot de prospérité et de sécurité en Amérique centrale, et même plus généralement sur l'Amérique latine, avec un État qui, depuis très longtemps, plusieurs décennies, en fait, a décidé de protéger au maximum ces espaces naturels, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a environ 1/5 du pays qui est protégé sous forme de réserves naturelles et de parcs nationaux. Donc, on va dire que la nature est le véritable trésor de ce pays, et donc, bien sûr, toute la faune, qu'elle soit sur terre, sur mer et dans les arbres, qu'on va pouvoir observer à l'occasion de tout voyage au Costa Rica. On voit très bien, avec ces photos, en effet, c'est très tropical en tout cas, et voilà, ok. On voit ces beaux, voilà, c'est différent, la faune qui est très dense, comme disait Julien. Donc là, on va partir sur la première zone du Costa Rica qui est intéressante, c'est le nord-est, donc avec le parc national de Tortuguero. Donc c'est un parc qui est très intimiste. Ensuite, on partira sur la zone volcanique au centre du pays pour revenir, pour terminer sur le sud avec sur la partie pacifique. Donc, à commencer par le parc national de Tortuguero, en quoi on dit que c'est un parc intimiste, Julien? Alors, Tortuguero, c'est vraiment un lieu unique. On est sur la côte Caraïbe, tout au nord-est du pays. C'est un lieu qui est inaccessible par la terre parce qu'en fait, il s'agit d'une mince bande de terre coincée entre l'océan Pacifique et puis en arrière-plan, on a tout un réseau de canaux. Ce qui fait qu'on accède à l'occasion d'un trajet en bateau, ce qui est déjà assez magique, et puis ça permet une première approche avec les oiseaux, les iguanes dans les arbres, les crocodiles sur les berges, et puis on va s'installer dans un lodge. Donc ça, c'est vraiment un hébergement qu'on va retrouver un peu partout au Costa Rica, typique de ce pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, les lodges, ce sont des hébergements implantés en pleine nature, souvent sur un immense domaine. Et donc, chaque hébergement, on va dormir dans des bungalows, et puis on sera au milieu d'un jardin tropical. On peut avoir accès à une plage sauvage et qui est en quelque sorte privée. Il y a souvent des morceaux de forêt qui sont intégrés au lodge, ce qui permet au petit matin ou au retour des activités, eh bien, de continuer à profiter des lieux pour, par exemple, une observation nocturne. Donc, Tortuguero, c'est vraiment un lieu, bon, spectaculaire par la situation, mais surtout majeur pour l'observation de la faune. Donc, on a plusieurs façons de la découvrir. À pied, bien sûr, à l'occasion de balades dans la forêt primaire. C'est des balades qui peuvent s'organiser soit de jour, soit de nuit. Et puis, on va observer des tout petits animaux, notamment. Le pays est très réputé pour ces espèces de grenouilles colorées. Mais on va pouvoir observer aussi des coatis. C'est une sorte de raton laveur. Bien sûr, les crocodiles. Beaucoup de tortues, des tortues de rivière. Et puis, énormément d'espèces d'oiseaux. Tu restes combien de temps à peu près sur ce parc national? Il faut quoi? C'est une journée? On va rester 2 jours. Je dirais, au Costa Rica, on passe de spot en spot, et à chaque fois, selon l'intérêt des lieux, on va toujours rester entre 2 jusqu'à 4 jours, par exemple pour Corcovado, qu'on présentera plus tard. Ce qui fait qu'on a toujours un rythme de voyage assez tranquille, on ne court pas, on ne refait pas ses valises chaque matin, et à chaque fois, ça permet comme ça une bonne immersion dans le cadre naturel dans lequel on se trouve. D'accord. Et par rapport à d'autres, est-ce qu'on n'a pas peur, par exemple, de retrouver d'autres touristes? Est-ce que voilà, on a toujours cette sensation d'être un peu seul au monde? Oui, on a vraiment cette sensation parce qu'en fait, il y a un seul petit village, Tortuguero,
celui que vous apercevez à l'écran, hein, donc ce sont quelques dizaines d'habitants, pas plus. Et nous, en fait, on va séjourner donc, dans ces lodges qui sont très isolés les uns des autres. Donc, il n'y a pas du tout de phénomène de masse, hein, loin s'en faut. On est vraiment immergé dans cette pleine nature. Et puis après, ben voilà, chacun se déplace avec ses propres bateaux ou dans la forêt couvre tout l'espace. Donc, voilà, on est vraiment tranquille et l'expérience est vraiment intime entre notre petit groupe et puis ces espaces naturels. Alors, on va prendre quelques petits degrés en se dirigeant dans le centre du pays, avec vraiment cette zone des volcans. Le Costa Rica, c'est un pays qui est quand même situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Et le Costa Rica compte à peu près une centaine de volcans, dont quand même, je crois, à peu près 5 d'actifs. Oui, tout à fait. Donc, comme tout le reste de l'Amérique centrale, hein, il y a une longue ceinture de feu comme ça qui tranche les pays en deux. Donc, la particularité au Costa Rica, bon, c'est un pays qui est quand même très verdoyant, donc les forêts montent assez haut. On ne va pas au Costa Rica en fait pour faire l'ascension de volcans. Bon, on peut accéder à certains cratères, mais plutôt par la route et puis par une courte marche, ce qui permet notamment de voir des beaux lacs de cratères. Je pense notamment au volcan Irazu ou au volcan Poas. Mais ensuite, bon, bien sûr, l'emblème du pays, c'est l'Arenal, un volcan aux formes vraiment parfaites. On ne peut pas aller au sommet parce qu'il est en activité permanente, hein, donc beaucoup trop dangereux. Par contre, on le découvre depuis un parc national qui se trouve à ses pieds, qui permet comme ça d'avoir un vaste panorama, de découvrir aussi tous les éléments d'une activité volcanique, notamment en se baladant sur les anciennes coulées de lave. Et puis, c'est un lieu intéressant parce qu'on peut pratiquer tout un tas d'activités qui plairont, par exemple, dans le cadre d'un voyage plus sur mesure ou un voyage en famille avec ses enfants, ses petits-enfants, parce qu'on peut faire des activités soit ludiques, soit très aventure. Par exemple, se balader à la cime des arbres grâce à un réseau de passerelles suspendues, faire des trajets en tyrolienne. On peut aussi naviguer en kayak. Il y a un lac qui est à proximité du volcan Arenal. Et bien sûr, le soir, on peut se relaxer, se ressourcer dans des sources chaudes naturelles. Et ça termine vraiment très bien une journée. Après, il y a un second volcan qu'on visite régulièrement qui s'appelle le Tenorio, avec le Rio Céleste qui coule à son pied. Vous voyez une image, hein. Donc la couleur n'est pas trafiquée, hein, c'est vraiment la couleur réelle. C'est lié à des réactions chimiques d'éléments volcaniques qui sortent de ce volcan. Donc là encore, voilà, on est dans un milieu, une épaisse forêt tropicale, cette rivière aux couleurs étonnantes. Il y a des cascades, on a des chaudrons bouillonnants, on a la surface de l'eau qui peut venir buller sous l'effet de la chaleur. Et puis comme toujours, l'observation, voilà, des animaux, des oiseaux. Et puis un troisième volcan qu'on découvre parfois, qui s'appelle le Rincón de la Vieira. Celui-ci, il est intéressant parce qu'en fait, on est dans une région tropicale sèche, donc on change complètement d'environnement. On va trouver des grands arbres de type acacia, avec au pied un peu une savane. C'est la région des cow-boys costariciens, région d'élevage où les gens se déplacent à cheval, se consacrent plutôt à l'élevage. Et bon, là encore, le volcan est un parc national, mais avec des vues beaucoup plus dégagées. On n'est pas enfermé dans la forêt. Et donc, on va pouvoir approcher le cratère et puis profiter de sources chaudes, chaudrons bouillonnants. Voilà. Et en plus, là, l'hébergement, on est dans une vieille hacienda de l'époque coloniale. Donc, on a toujours cet intérêt au Costa Rica entre ces journées en pleine nature et puis le charme des hébergements.
voilà, pour profiter tranquillement de la fin de journée. Donc, et si on veut profiter aussi, on peut basculer vers la côte pacifique avec des plages plutôt intéressantes, avec le parc Manuel Antonio, qui est vraiment dans le sud, et puis plus bas, on a le parc national de Corcovado, qui là est le Graal pour toute observation de la faune et la flore. Oui, alors la côte pacifique, elle porte bien mal son nom, hein. Souvent, l'océan est assez agité, rarement propice à la baignade. Donc, on y va en fait pour profiter d'immenses plages très peu fréquentées, sable noir ou sable marron. Et donc, on a un parc qui est très connu, qui s'appelle Manuel Antonio, en fait, il est facile d'accès parce qu'il est à côté d'une petite ville qui s'appelle Quepos. Et c'est un parc qui va mélanger voilà, des superbes plages qu'on voit à l'écran, des îlots, et puis juste en arrière-plan, toujours cette forêt avec beaucoup d'animaux. Mais du fait de sa proximité et de son accessibilité, parfois il y a un peu trop de monde, surtout que c'est un espace relativement réduit. Donc vraiment, le joyau du pays, c'est le parc national Corcovado. Il se trouve tout au sud-ouest. C'est une immense péninsule couverte de forêts primaires, bordée à l'est par Golfo Dulce, donc c'est une entrée d'eau douce, et puis à l'ouest par le Pacifique. Là encore, je dirais, c'est un peu comme à Manuel Antonio, l'accès est difficile, lointain, il n'y a aucune route, donc on arrive soit avec une avionnette, donc c'est assez spectaculaire, un survol de la cordillère centrale, soit plus simplement à nouveau en bateau, en sillonnant les méandres du Rio Sierpe. Et là, on va débarquer dans une baie qui s'appelle la Baía Drake, en référence aux pirates, hein, qui est censé avoir séjourné dans les parages. Et pareil, on va s'installer dans un lodge qui est juste en surplomb en fait, de l'océan, noyé dans la forêt. Et puis de là, on va partir à la fois pour des excursions en bateau, par exemple vers une île au large qui s'appelle Isla Caño, qui sera superbe, notamment pour le snorkeling. Vous allez pouvoir voir des requins, des raies, si vous avez de la chance, des baleines. Et puis, bien sûr, arpenter les sentiers du parc national Corcovado. Donc, c'est un lieu, du fait de son inaccessibilité, qui n'a jamais été véritablement habité. Donc, la forêt est restée intacte, les animaux sont présents, dont l'emblématique jaguar, mais celui-ci, il ne faut pas compter l'apercevoir. Mais par contre, on va voir des loutres très facilement, toujours les coatis, on va voir énormément de perroquets, d'aras, on va voir un gros mammifère qu'on appelle le tapir. C'est une drôle de bête avec un gros ventre qui peut peser environ 300 kilos. Et puis, en se rendant à l'intérieur de ce parc, donc en bateau, quand c'est la saison, donc à la fois de décembre à mars, mais aussi l'été, c'est très commun d'observer les baleines à bosse. Et c'est vraiment un spectacle majestueux parce que ce sont des baleines qui ne sont pas craintives, elles sont même plutôt curieuses, elles vont s'approcher assez facilement des embarcations. Et puis, vous savez, elles sont réputées pour se dresser à la verticale et puis se laisser retomber sur leur dos. Donc, ça crée voilà, une gerbe d'écume et puis un son assourdissant. C'est un spectacle vraiment hors du commun. Et si vous voulez, à Corcovado, il y a vraiment cette impression un peu de premier matin du monde. C'est ça. Là, on voit en effet, par exemple, les photos où on est installé dans un lodge qui est vraiment au cœur, on va dire, de la jungle presque. Voilà, c'est toujours le cas dans les lodges. Donc, d'une part, utiliser les matériaux naturels pour se fondre dans le décor. Et puis surtout, ne pas avoir de barrière entre son hébergement, on voit très bien sur cette photo, et puis le milieu qui nous entoure. Donc là, vous imaginez, on a un côté intérieur-extérieur. Et donc, il faut s'imaginer quand le soir tombe, vous allez entendre tous les bruits de la forêt, les insectes qui grésillent,
les hurlements du singe hurleur. C'est vraiment un spectacle sonore très spectaculaire et dont on a perdu l'habitude. Assez incroyable. Merci Julien. Je pense qu'on a eu un bel aperçu, je pense, du Costa Rica. Donc vraiment la destination parfaite pour une première expérience, en famille aussi, à la carte. On peut vraiment moduler à souhait tout voyage au Costa Rica. Là, on va maintenant reprendre la route. Cette fois, on va monter à la frontière du Mexique, donc direction le Guatemala, qui est cette fois la destination aventure. Avec, je crois, Julien, c'est un vrai coup de cœur, cette destination pour toi. Ah, moi, j'ai une véritable passion pour le Guatemala. C'est un pays méconnu. Habituellement, on a assez peu d'images de cette destination. Et pourtant, c'est vraiment la quintessence de l'Amérique latine. On a tous les éléments qu'on imagine sur ce continent, c'est-à-dire des sites archéologiques majeurs, bon, Tikal étant l'emblème du Guatemala. On a une vie indienne qui est encore très présente avec tous ces costumes colorés, ces marchés authentiques, ces rites un peu ancestraux. On a des villages et surtout des villes coloniales splendides, notamment Antigua, l'ancienne capitale du Guatemala, et puis une très belle nature, hein, avec des volcans actifs très spectaculaires dont on peut faire l'ascension. On vous en parlera dans quelques minutes. Le lac Atitlan, merveilleux endroit, ceinturé par des volcans, des petits villages indiens sur le pourtour. Voilà. Et puis on a quand même les deux côtes, même si c'est beaucoup plus réduit qu'au Costa Rica. Hein, on a une ambiance afro-caribéenne, donc du côté est, et puis un accès possible à la côte Pacifique si on souhaite finir son séjour plus en douceur. Alors, on va commencer par un des ingrédients ou une des caractéristiques clés du Guatemala, c'est quand même les grandes cités mayas. Donc, tu parlais de Tikal, mais il y en a bien d'autres et on n'a pas pu toutes les retenir tant il y en a. Tu vas nous en parler, mais on a retenu quelques-unes de ces cités mayas qui ont chacune une ambiance, quelque chose qui est différente. Oui, alors en fait, les cités mayas, on les trouve actuellement sur 3 pays. Le Yucatan au Mexique, le Guatemala, et puis, bon, de façon un peu plus anecdotique, au Belize. Et je dirais, il y a 2 intérêts à les découvrir du côté guatémaltèque. Un, par rapport au Mexique, c'est que ce sont des sites qui sont assez peu fréquentés. Donc, parfois, on a vraiment l'impression d'être un peu seul face à ces vestiges, de les découvrir. C'est très différent du Mexique, hein, avec un tourisme beaucoup plus massif et puis une organisation aux abords qui peut un peu amoindrir l'expérience. Et puis après, en fait, chaque site est particulier, ce qui fait qu'on ne se lasse pas de passer de l'un à l'autre parce que chacun va mettre en valeur tel ou tel élément. Si on prend Tikal, bon, c'est extrêmement réputé, notamment pour ses pyramides qui sont encore intactes. On peut grimper au sommet de certaines, ce qui permet ensuite de dominer la forêt et puis de voir juste le sommet de quelques pyramides comme ça émerger de la canopée. On a d'autres sites, notamment Quirigua, qui va être très réputé pour ses grandes stèles sculptées qui sont comme ça fichées dans la terre. On a Copan, donc là on fait une petite incursion au Honduras, où on va admirer l'escalier des hiéroglyphes. Alors, l'histoire est assez étonnante en fait. C'est un escalier que les archéologues ont trouvé complètement éboulé. Ils l'ont remonté un peu n'importe comment. Et plus tard, en fait, ils se sont aperçus que chaque pierre, il y avait un glyphe, donc en fait une écriture, et que ça racontait l'épopée maya. Et donc depuis plusieurs décennies, les archéologues essayent de
de remettre toutes ces pierres en ordre pour retrouver l'histoire originelle. Et après, un des intérêts, c'est aussi la façon d'accéder à ces sites. Par exemple, on a celui d'Aguateca, où en fait, on va d'abord embarquer sur un bateau, remonter comme ça un rio qui s'inue dans la forêt, on va croiser quelques petits villages sur les berges, les femmes à leur activité traditionnelle, les hommes, par exemple, en train de pêcher, et puis on va débarquer sur ce site, on sera le plus souvent seul, la forêt va bruisser comme ça avec les singes hurleurs, et voilà, il y a une relation qui est extrêmement intime. Et même dans le site le plus connu, qui est celui de Tikal, l'expérience est saisissante, parce qu'en fait, on va venir dormir la veille au soir à l'entrée du site, en pleine nature, il y a juste 3 hébergements, et puis on va partir entre chien et loup, au lever du jour, à la fin de la nuit. Généralement, du fait de l'humidité ambiante, on a des nappes comme ça de brouillard qui s'accrochent aux arbres, on entend les singes hurleurs, on se promène sur ces grands chemins un peu vides de personnes. Donc voilà, je dirais le grand intérêt, c'est la beauté des sites, les rénovations sont très bien faites, mais aussi l'ambiance qu'on y trouve et qui vraiment permet de faire corps avec ces lieux. Ça donne envie, en effet, beaucoup de particularités. On va filer maintenant un autre coin qui est assez authentique, c'est Antigua, avec l'héritage colonial. Donc Antigua, c'est quand même une des villes les plus anciennes, je crois, et qui est assez à taille humaine aussi. Elle est entourée de volcans. Oui, alors Antigua, c'était l'ancienne capitale du Guatemala jusqu'en 1773. À cette époque, en fait, il y a un tremblement de terre qui a ravagé la ville. Et puis, donc la capitale a été déplacée parce qu'elle était trop proche des volcans. Mais depuis, elle a été reconstruite. Donc, c'est une ville coloniale classique, très colorée, les bâtiments bas, des grandes places, de larges avenues pavées de partout. Une population indienne, principalement, qui vit. C'est dans un cadre naturel époustouflant parce que où qu'on regarde, on aperçoit des volcans, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Et puis, c'est un lieu aussi assez émouvant parce que certains bâtiments, notamment des églises, gardent les traces en fait de ce tremblement de terre qui a eu lieu il y a pratiquement 250 ans. Donc, ne vont rester que quelques murs, les arcades, mais tout n'a pas été refait. Et puis Antigua, surtout, si vous avez l'occasion, moi je vous conseille d'y aller au moment des fêtes pascales, donc généralement au mois de mars ou tout début avril. Donc c'est la fête la plus importante dans toute l'Amérique latine. Et elle se traduit par des processions spectaculaires avec des pénitents habillés de violet. Et les habitants de la ville, en fait, passent des heures et des heures à composer au sol des tapis avec de la sûre, donc des tapis colorés qui seront foulés comme ça par les processions. Et c'est ce qu'on voit là. Dès qu'ils passent, les habitants se remettent à travailler. Voilà, là on voit un exemple de dessin avec des herbes, avec des fleurs. Et puis bon, on est en Amérique latine, donc il y a un côté religieux, mais c'est surtout un événement festif. Il y a la fanfare, il y a de la musique, les enfants jouent, ça crie, ça danse. Donc c'est toujours ce mélange, voilà, religiosité, mais surtout c'est des grandes fêtes populaires, tout le monde participe, avec quand même beaucoup de ferveur. Et donc c'est vraiment un moment privilégié pour découvrir ce pays. Alors, ce qu'on aime, et ça fait une très belle transition, ce qu'on aime aussi, c'est cette vie indienne au Guatemala, avec quand on est dans les rues, qu'on se balade, c'est quand même les couleurs. On est ébloui à chaque fois par les couleurs, les costumes qui sont assez spectaculaires. Oui, en fait, si la civilisation maya s'est éteinte aux environs du Xe siècle,
les populations sont restées. Il y a une multitude d'ethnies, mais toutes descendantes des Mayas. Elles se distinguent par leurs costumes. Donc, bon, votre guide vous donnera un peu toutes les explications et saura reconnaître à la jupe d'une femme son village d'origine. Donc, cette vie indienne très présente, très colorée, on va l'apercevoir en se baladant dans différents villages, mais aussi évidemment à l'occasion de grands marchés, le plus connu étant celui de Chichicastenango, voilà, où une foule très dense, très colorée, c'est à la fois un marché important pour les locaux qui descendent de la montagne, se rassemblent à ce moment-là, et qui vont aussi, par exemple, aller à l'église pour mélanger les rites catholiques avec les anciennes traditions mayas, voilà, en agitant de l'encens, des choses comme ça, en faisant des prières un petit peu anciennes. Et une chose à noter, assez particulière, au Guatemala, en fait, il y a une région dans la montagne, la Sierra de los Cuchumatanes, où en fait, ce sont les hommes qui portent encore le costume. On le verra sur une photo dans quelques instants. Et notamment sur le voyage trek, on va parcourir les chemins de cette région. Voilà, à la rencontre, voilà notre guide avec son fils. Donc on voit voilà, un magnifique costume porté uniquement par les hommes là-bas. Les femmes sont habillées d'une façon tout à fait moderne, mais par contre, ce sont elles qui confectionnent le costume de leur mari. Donc ça, c'est vraiment un élément très fort de tout voyage au Guatemala. Et on voit toujours toutes ces couleurs hein, ça habille en permanence les rues du Guatemala. Voilà, des belles couleurs qui en jettent, même les bus. Je fais une petite aparté avant de passer sur le dernier, un des traits qui est important, la nature. Il y a quelqu'un qui pose une question, notamment sur la sécurité au Guatemala. Donc, c'est vraiment pour faire une petite pause dans le déroulé. Est-ce que c'est un pays sûr quand même, le Guatemala? Alors, je dirais comme tout pays, en fait, il faut bien distinguer le fait d'y aller seul ou de partir accompagné, voilà, avec une organisation encadrée par un guide qui saura exactement où aller, où ne pas aller. Bon, on est en Amérique latine, donc ça reste voilà, un pays assez agité. En fait, comme souvent, comme partout dans le monde, en fait, hein, que ce soit chez nous en France ou plus loin, ce sont les villes hein, qui peuvent présenter un risque. Donc, on évite de séjourner à Guatemala City. On n'y passe qu'une nuit en début de voyage, puisque les vols arrivent le soir. De toute façon, c'est une ville qui ne présente pas d'intérêt particulier, donc on ne manque rien. Et après, comme toujours, on est à la campagne, dans des petits endroits, donc c'est extrêmement paisible. Nous, ça fait très longtemps qu'on envoie beaucoup de groupes au Guatemala. On n'a jamais eu de problème particulier. Mais effectivement, si quelqu'un envisage d'y aller par lui-même, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors, on reprend le chemin du Guatemala avec, donc on a vu que c'était vraiment un pays culture, on retrouve beaucoup d'éléments culturels. C'est aussi ça reste un pays où il y a beaucoup de nature avec ses volcans et aussi le lac Atitlan. En fait, alors qui arrivent. Alors on va regarder tout de suite la vidéo. Juste avant, il y a le lac Atitlan où on dit que c'est le plus beau lac du monde. On dit même que alors, c'est du conditionnel, mais qu'Antoine Saint-Exupéry aurait trouvé l'inspiration pour écrire Le Petit Prince en étant là-bas, le lac Atitlan, ça a l'air d'être un lieu assez étonnant, avec des ambiances assez différentes. C'est un lieu étonnant. En fait, tout à l'heure, quand on parlait des sites mayas, on était dans la partie nord du pays, ce qu'on appelle les basses terres tropicales, donc quasiment au niveau de la mer. D'accord. Et puis ensuite, quand on descend vers le sud, d'un coup, le niveau s'élève et on arrive sur les hautes terres. Il faut voir, c'est un immense plateau, environ à 2000-2500 mètres d'altitude, sur lequel sont posés tous les volcans, avec en leur centre cet immense lac Atitlan, avec une myriade
de petits villages indiens sur son pourtour et encadré, là encore, voilà, par des volcans majestueux. Donc, c'est un lieu un peu comme le lac Titicaca, voilà, très puissant au niveau des paysages, au niveau de l'ambiance indienne, au niveau de la pureté des lumières. Et là, on va toujours à la fois naviguer en bateau pour passer de village en village. On peut envisager aussi d'agréables balades sur le bord du lac, avec des paysages qui parfois peuvent faire penser à la Méditerranée ou l'île de la Réunion, par exemple. Et puis sur des itinéraires plus tournés sur la randonnée, ce sera le point de départ d'ascension spectaculaire sur les volcans, notamment le San Pedro, pour avoir une vue comme ça, par le haut, de ce lieu assez époustouflant. Alors, tu as parlé volcan, donc je propose je vous parlais tout à l'heure qu'on aille retrouver Emmanuel. Alors, c'est une interview enregistrée qui a été faite il y a quelques jours. Donc, Emmanuel, c'est l'un des fondateurs de notre petite agence locale au Guatemala. Donc, sa passion, c'était les volcans. Je l'ai interrogé, il était voilà, tellement passionné que c'était très long et j'ai fait un condensé de 5 minutes. Donc, je vous propose qu'on l'écoute pendant 5 minutes. Il va voilà, nous présenter les volcans, notamment 3 volcans actifs que sont Pacaya, le Fuego et Santaguito. Donc, on écoute Emmanuel et on se retrouve juste après. En fait, pour ceux qui arrivent par avion, la majorité qui arrive au Guatemala par avion, eh bien, tout de suite, on se rend compte de ces volcans majestueux qui forment en fait la ligne dorsale du Guatemala. Donc au Guatemala et dans toute l'Amérique centrale, mais au Guatemala en particulier, c'est un pays volcanique. Et au Guatemala, en fait, on a un volcan en moyenne tous les 25 km. Et ça, quand on arrive, quand on atterrit, on voit ces volcans alignés. C'est assez impressionnant de voir ces cônes. Je dirais pas à l'infini, mais qui vont loin, hein, qui vont jusqu'au Mexique, et qui continuent au Salvador, jusqu'au Costa Rica. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui frappe. Donc à côté, comme tu disais, de l'aspect culturel, parce que voilà, il y a les Mayas, il y a le colonial avec les Antiguas, les villes coloniales. Il y a donc pour les amateurs de randonnée et de trekking, et qui continue au Salvador jusqu'au Costa Rica. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui frappe. Donc à côté, comme tu disais, de l'aspect culturel, parce qu'au Guatemala, il y a les Mayas, il y a le colonial avec les Antiguas, les villes coloniales. Il y a donc pour les amateurs de randonnée et de trekking, eh bien, alors, je reprends la main parce que je ne sais pas si vous êtes comme nous. On a un petit écho qui n'est pas très agréable. Donc, je vous propose pas de continuer l'interview d'Emmanuel avec ces petits échos. Je ne sais pas si on est les seuls ou si c'était pareil chez vous. N'hésitez pas à nous le dire dans les questions. Il n'y a pas de problème, c'est la technique. Il y a des aléas. Je propose que Julien, par contre, toi, on a fait des ascensions et des treks des volcans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les volcans au Guatemala ? Oui, alors je vais essayer de vous résumer ou de vous dire un peu ce que présentait Emmanuel, hein, donc le responsable de notre équipe locale. Le Guatemala, c'est un pays qui est donc très réputé pour ses volcans actifs. C'est vraiment une destination majeure, hein, au monde pour la personne intéressée par ces phénomènes, avec l'Indonésie, par exemple. Et donc, il y en a 3 qui sont emblématiques, le Pacaya, le Fuego et puis le Santiaguito. Le Pacaya, c'est un volcan qui est très facile d'approche, puisqu'en fait, c'est une balade d'1 heure, 2 heures, qui permet plutôt à plat, sans dénivelé particulier, pas trop en altitude. Et donc, on va pouvoir observer, si on a de la chance, que c'est une période d'éruption, d'écoulée de lave. Et puis après, bon, tous les phénomènes de fumerolles, de roches colorées, tous les types de lave, cordées, etc. Donc ça, c'est un volcan
qu'on découvre systématiquement sur chacun de nos voyages. Et puis après, il y a d'autres volcans qui s'adressent plutôt aux randonneurs. Donc, on a un itinéraire vraiment spécifique pour ça. On a le Santiaguito. Donc, celui-ci, en fait, c'est un cratère qui est né en contrebas d'un autre volcan qui s'appelle le San Pedro, qui borde le lac Atitlán. Donc, c'est une ascension à la journée, assez classique. Hein. On va à peu près 1000 mètres de dénivelé. On part très tôt le matin ou même dans la nuit pour arriver au lever de soleil. Et là, c'est vraiment très spectaculaire parce que c'est un volcan explosif. Donc, avec des grondements, des explosions qui peuvent intervenir très régulièrement, toutes les demi-heures, toutes les heures, d'immenses colonnes, d'immenses panaches comme ça de cendres qui vont s'élever dans le ciel. Et on domine ça voilà, depuis le bord d'un autre cratère. Donc, c'est assez saisissant. Et bien sûr, c'est pas du tout parcouru, c'est extrêmement sauvage. Généralement, on est tout seul. Donc, on est assez libre de nos mouvements. Bon, pour ceux qui, par exemple, connaissent Hawaï, où tout est réglementé, on n'a rien le droit de faire, etc. Bon, ça fait du bien d'avoir un peu de liberté, évidemment à condition d'être accompagné par un guide qui connaît bien les lieux, les mesures de sécurité, et puis l'état d'activité du volcan. Et le troisième, c'est le plus mythique, son nom l'indique, c'est le Fuego, hein, le volcan de feu. Pareil, on a pu l'apercevoir sur quelques images prises depuis la ville d'Antigua. Donc là, c'est un volcan qui est plus haut en altitude. Hein. On est au-dessus des 3000 mètres. Donc en fait, on va faire 2 jours de randonnée pour aller l'observer de près. C'est un volcan double. On a l'Acatenango, un col, et puis ensuite le Fuego. Donc la première journée, on va rejoindre ce col, gravir les pentes de l'Acatenango, installer un campement sur des terrasses qui sont taillées dans la cendre du volcan. On va attendre que la nuit tombe, et puis là, pour vraiment profiter du spectacle son et lumière incroyable. Pareil, c'est des explosions toutes les heures, d'immenses gerbes de feu dans le ciel, les grondements, les explosions, et donc toute la nuit va être bercée un peu par ces bruits de pleine nature. Et puis le lendemain, en fonction de l'activité ou pas du volcan, on va s'approcher un petit peu en remontant la crête. Il ne faut pas hésiter, la vidéo, elle est en ligne sur notre chaîne YouTube. C'est dommage qu'on n'ait pas ces photos que Julien nous raconte. Voilà, c'est si bien, mais en photo, c'est encore plus fou et en vrai, encore plus fou. Mais regardez la vidéo qui est en ligne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et ça, vous aurez vraiment les images. Julien, pour ces treks, est-ce qu'il y a combien à peu près de dénivelé? Est-ce qu'il faut avoir un niveau physique assez important ou voilà, quel niveau il faut à peu Alors, près? ce qui est intéressant au Guatemala, c'est donc qu'on peut vraiment, ceux qui aiment la randonnée, faire un vrai voyage voilà, qui est tourné autour de grandes balades à la journée ou d'ascension de volcans. Mais je dirais par exemple, contrairement au Népal ou au Pérou, quand on part faire le tour d'une cordillère, c'est un petit peu le thème exclusif du voyage. Là encore, comme au Costa Rica, le pays étant petit, en fait, on va toujours mélanger randonnée, ascension de volcan, découverte de la ville coloniale, passage au lac Atitlán, sans oublier bien sûr les différents sites mayas. Donc on aura un peu tous les éléments, ce qu'on a l'habitude de résumer chez Tirawa par trek, nature et culture. Donc après, il faut être en forme, mais ça reste très accessible. Hein. Ce sont des ascensions de 1000 mètres de dénivelé. C'est assez confortable, puisque finalement, on n'a qu'une seule nuit sous tente. Comme toujours, vous avez une équipe locale qui se charge du portage des affaires et puis de l'installation du camp, de la cuisine, évidemment. Donc, je dirais, voilà, il y a juste à profiter de la marche, à profiter du paysage. Donc, et on n'a pas, évidemment, ni de soucis d'altitude,
ni de climat rigoureux, hein. Donc, ça reste quand même relativement abordable. Parfait. On touche au but à la fin de cette vidéoconférence. N'hésitez pas si vous avez des questions. On peut rester encore quelques temps, il n'y a pas de problème si vous avez des questions. On regarde, je vois que Muriel et Christian ont répondu à vos questions. Si j'en rate, n'hésitez pas à en faire. Là, les voyages au Costa Rica et au Guatemala reprennent là, à la fin de l'année. Et d'autres sont bien sûr prévus en 2022. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Julien, il sera ravi de vous conseiller sur les prochaines destinations et puis vous conseiller sur quel séjour sera le plus vous conviendra le mieux en tout cas. Je vois pas, il n'y a pas d'autres questions, hein. Donc, je vous propose à ce moment-là je vous remercie. Cette vidéoconférence sera en ligne dès demain sur notre blog. Je ferai de toute façon un petit message à tous pour vous donner le lien si vous voulez y accéder. Tiens, une question. Comment se passe le vol aérien pour le Costa Rica, Julien? Pour le Costa Rica, comme pour le Guatemala, les deux principales options, c'est soit des vols Air France, soit des vols Iberia. Donc, le vol Air France, c'est un vol direct, ça c'est l'intérêt. Et puis, Iberia, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de partir de n'importe quelle ville de province. Et ensuite, il faut compter, on va dire, un peu moins de 2 heures entre la France et Madrid, par exemple, et puis ensuite une dizaine d'heures, sachant que le vol est toujours plus court au retour, d'environ 1 heure. Donc, vous comptez 11 heures de vol. À l'aller, c'est un vol de jour. On part le matin de France, on arrive en fin d'après-midi sur place pour les 2 destinations. Et au retour, c'est un vol de nuit. Autre question, Julien, pour le Guatemala, quelle est la durée idéale? C'est 2-3 semaines pour visiter? Nous, on propose des voyages sur 16 jours. Donc, ça permet déjà une très belle découverte du pays. Pour ceux qui souhaitent en faire plus, c'est possible. On peut, par exemple, passer quelques jours à la fin du voyage au bord du Pacifique, voilà, plutôt pour se relaxer. Ou alors, pourquoi pas, aller au Belize, principalement sur les Cayes. Hein, ce sont ces îlots coralliens au large de la côte, très réputés pour les amateurs, notamment de snorkeling ou de plongée sous-marine. Et dans ce cas-là, on arrive sur un voyage d'environ 3 semaines. Merci. Je vous incite vraiment à aller voir aussi sur notre blog. Il y a beaucoup de contenu sur ces 2 pays, des carnets de voyage de notre équipe, mais aussi des récits de nos voyageurs après leur voyage qui ont souhaité partager leur expérience avec nous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog où sera aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, cette vidéoconférence. Et puis, je te remercie, Julien. Merci à toi, Mylène. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir par vous-même ces 2 destinations. Voilà, très différentes, très attachantes. Et puis, qu'on organise vraiment en fonction de ce qui vous intéresse et puis de ce que vous souhaitez découvrir. Merci également. Les équipes sont prêtes, elles vous attendent. Les pays sont ouverts, peu fréquentés. Donc, profitez-en. Merci à Muriel et Christian qui étaient en régie. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain où on va partir sur un autre continent. Ça sera l'Afrique, notamment en Namibie. Donc, je vous donne rendez-vous. On vous tient au courant. Un grand merci pour cette première pour nous. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.